Allez, j'ai le plaisir de vous recevoir, vous, notre public, nos auditeurs sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmac.fr pour les experts automoto. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 19h, les experts automoto de Martinique sont sur gtmac.fr et Maxi Anti. Nous sommes ce soir au Club 7 du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité automoto d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous sommes avec vous grâce à Speedy Martinique, API Martinique, grâce au restaurant Club 7, bien sûr, au Casino Batelière Plaza, grâce à Label Web qui produit cette émission et gtmac.fr qui la réalise. Avant de débuter notre émission, n'oubliez pas chaque semaine de retrouver tout le sport sur RMC diffusé sur Maxi Anti 107.1 et 107.3 FM. Ce soir, on parle plus que jamais automoto avec le vrai problème des airbags Takata. Et nous allons voir que CCI Toyota et plus généralement le groupe Citadel ne ménagent pas ses efforts pour en finir avec ce vrai danger permanent pour celles et ceux qui roulent encore avec un véhicule équipé d'airbags Takata, en créant en plus une unité mobile de sécurisation CCIE. Alors, pour tout savoir sur cette unité mobile, nous recevrons dans un instant Sébastien Panelleux. Je dis bien le nom, c'est bien ça ? Panelleux. Panelleux, voilà, on préfère dire comme ça. Panelleux, bien sûr, c'est plus logique. Donc, Sébastien Panelleux, directeur de la prévente de CCIE Toyota Suzuki, justement. Et donc, on verra avec lui quelle est cette unité mobile, c'est étonnant. Monsieur Moto de Martinique, habitué de l'émission, vous le connaissez maintenant, Daniel Montpelat viendra nous parler de deux roues, bien sûr. Le bilan 2025 en plus est catastrophique pour le nombre de morts et de blessés sur nos routes. L'année se termine déjà avec 17 tués sur les routes en deux roues. Un peu plus que ça, malheureusement. En deux roues. Non, en deux roues. Il y a 32 décès, dont 17 en deux roues. C'est ça. Hein. Donc voilà, ça compte beaucoup. Alors on va voir avec lui, bien sûr, les actions de sécurité routière importantes et indispensables auprès, par exemple, des personnes qui ont commis des délits routiers, mais pas seulement, que tu mets en place en Martinique. Et Dieu sait que depuis des années, tu es là et on compte sur tes actions. Puis nous parlerons aussi boulangerie et très bonne boulangerie avec Maxime Laurent. Pour l'ouverture en Martinique, oui, vous l'avez tous vu, de Marie Blachère à Casse-Pilote. Bonjour Maxime. Bonjour. Et oui, et une petite révolution car elle ouvre avec les codifications de la marque, soit par exemple 3 baguettes achetées, une baguette offerte. Tout à fait, oui. Voilà, idem d'ailleurs pour la viennoiserie. Aïe aïe aïe, ça va faire mal, c'est pas dans les habitudes de notre île, ça va, t'es sécure là ? T'as pas peur le soir quand tu rentres chez toi ? Non, ça va très bien. Bon, allez, on y revient tout à l'heure avec un grand plaisir. Allez, on s'adresse directement à Sébastien, donc directeur de la prévente, on l'a vu, de Toyota, donc de CCIE, on va dire, plus généralement du groupe Citadel finalement. CCIE, donc on représente les marques Suzuki et Toyota. Suzuki et Toyota, voilà. Ça englobe pas les autres marques du groupe, c'est vraiment que pour ta part. CCIE et Toyota et Suzuki, c'est ça ? Oui, c'est exact. D'accord, ok. Alors, les airbags, tueurs, une bombe à retardement, véritablement. Si le scandale Takata a entraîné la disparition de l'équipementier japonais en 2017, l'onde de choc continue. Aujourd'hui encore à se propager un peu partout dans le monde, en cause des airbags qui se déclenchent de façon intempestive, allant jusqu'à tuer des conducteurs, on l'a vu sur nos îles. Les rappels des véhicules se comptent par millions, notamment en France, en Martinique bien sûr, pour corriger dans les meilleurs délais ce grave problème de sécurité. Et là, je tombe sur une information que vous avez divulguée bien sûr, c'est que vous avez créé donc une unité qui va se déplacer ou qui se déplace déjà chez les consommateurs directement, chez les utilisateurs de vos véhicules, de vos marques, pour justement tenter de remplacer les airbags qui n'ont pas été remplacés encore. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça fait un an qu'on intervient chez les clients à domicile. D'accord. Soit parce que les clients ont peur de se déplacer, soit parce que des problèmes de santé ou alors des véhicules qui sont immobilisés. Oui. Et même pour les véhicules immobilisés, on cherche à neutraliser l'airbag, enfin on remplace. D'accord. On ne veut surtout pas qu'il y ait un danger avec des enfants qui jouent à proximité ou autre. Bien sûr. Et donc là, on a accentué les interventions en équipant une Yaris Cross. On l'a floqué avec le numéro du standard, le 0805 38 60 40. D'accord. Et on se déplace, soit sur prise de rendez-vous pour des clients qui nous ont contactés, et même pour démarcher les clients, faire savoir qu'on est à la recherche des dernières voitures.
Alors, on peut dire quand même que l'ensemble des concessionnaires, l'ensemble des marques, l'ensemble des constructeurs ont fait des efforts considérables de communication avec l'aide et le coup de pouce d'abord de l'État, puis ensuite l'État a tapé le poing sur la table en disant ça va pas assez vite, il faudra aller un peu plus vite, etc. Et donc, vous avez joué le jeu finalement. On vous voit un peu de partout, c'est CCI Toyota. Honnêtement, on vous voit vraiment de partout. On sent que vous êtes accro à réparer ce problème de façon définitive, on va dire. Oui, on communique en permanence sur les réseaux sociaux pour le faire savoir toujours et toujours. On se déplace bien sûr et surtout on réagit très très vite dès qu'on est contacté par un client. Alors, on pourrait essayer d'évaluer les risques. Vous pouvez parler si vous avez envie, les gars, n'hésitez pas. On est entre mecs ce soir, il n'y a pas de nana. Ça sera pour la prochaine fois. Évaluer un peu le risque concrètement pour que l'auditrice et l'auditeur qui nous écoutent comprennent bien ce qui peut se produire. En fait, on ne parle pas d'un airbag qui se déclenche pendant un accident. Ça va être sûrement le cas si ça arrive, mais il va se déclencher plutôt quand il n'y a pas d'accident, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'éléments qui permettent le déclenchement finalement. C'est ce qui provoque les blessés et les morts. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, Sébastien ? Il peut y avoir de manière intempestive, mais bien souvent il y a un choc même minime. Même minime, c'est ça. Exactement. Il faut un déclencheur quand même. Oui, apparemment le risque n'est pas zéro sans choc, mais c'est souvent lié à un contact ou un choc. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'on nous a parlé aussi de la chaleur. On nous a dit que sur les îles en particulier, le déclenchement intempestif pouvait se faire sans choc potentiel, mais surtout dû aux chaleurs plutôt intenses qu'on peut avoir, parce qu'on a parfois soit 60, 70 degrés à l'intérieur de la voiture, bien sûr, porte fermée, sans personne dedans sûrement, mais je veux dire, la chaleur est énorme, et c'est au moment où on reprend le véhicule que ça peut potentiellement se déclencher. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs sur certaines îles, en fait. À La Réunion. À La Réunion, en particulier. Tout à fait, oui, exact. Voilà. En fait, le composant chimique du propulseur, la cartouche propulseur, et pour le cas de Takata, est un nitrate d'ammonium instable et qui réagit très mal justement à l'humidité et la chaleur. Alors, qu'est-ce qui peut se produire si l'airbag se déclenche d'un coup ? En moto, ça serait pas très grave, Daniel. Alors, ça touche tout le monde quand même, parce qu'il y a eu un accident il y a quelques années de ça. Ouais. Et il y a un motard qui était impliqué. Oui, d'accord. Il a percuté une voiture et il y a eu un déclenchement, si j'ai bonne mémoire, du côté de Lansalane. Et donc, c'est là, ça fait partie des éléments qui ont fait comprendre qu'il y avait une anomalie, parce qu'effectivement, le motard a percuté le véhicule et l'airbag s'est déclenché. Et je crois que ça impliquait des touristes. Si j'ai bonne mémoire, voilà. Exact, je me souviens. Donc ça touche tout le monde. Alors, ce que je voudrais, c'est bien faire comprendre aux utilisateurs de ces véhicules qui n'ont peut-être pas réagi, parce que ceux qui ne sont pas au courant, ils ne sont pas au courant. C'est vous, avec vos techniques d'approche, on va dire, qui va faire que ces gens-là vont réagir et vont vous apporter leur véhicule. Mais pour ceux qui savent et qui roulent quand même, qui ne veulent pas faire Quand même, avec toutes les campagnes de prévention qu'il y a, celui qui roule avec le véhicule, alors qu'on voit partout la campagne de prévention, sur tous les médias, quand même, je trouve que c'est assez grave. Mais il y a des gens, je sais pas, il y a des gens qui jouent la fainéantise, ils n'ont pas envie d'y aller, ils n'ont pas envie d'avoir une mobilisation. Ce que je veux qu'on essaie de dire, c'est quels sont les risques réels. Le risque réel, c'est de mourir. Oui. Pour la personne, que ce soit conducteur ou passager. Lorsque l'airbag se déclenche, ta capsule métallique en fait est projetée en morceaux. Oui. À la vitesse de balle d'arme à feu. Et du coup, vu que ça protège le corps, toute la partie haute du corps est potentiellement touchée et est touchée en général. Il y a des vidéos sur internet qui sont intéressantes à aller voir. C'est pas l'airbag lui-même, c'est pas le sac, même si le sac peut provoquer aussi bien sûr. C'est le propulseur qui permet de gonfler le sac. Voilà, c'est des pièces qui explosent en fait, qui se détachent en petites pièces et ça devient une arme en fait, ça devient une balle véritablement. Ouais, on a pu voir, il y avait une voiture en Guadeloupe, Maxime, donc, où la pièce a percé carrément le toit du véhicule, quoi. C'est donc ça. On imagine bien la force de l'impact sur une personne. Visage, Alors, reparlons de cette unité mobile, parce que je trouve cette idée géniale. Bon, après, l'unité mobile, évidemment, c'est Toyota l'a mis en place, mais il y avait quand même au départ l'État qui imposait d'aller chercher finalement les gens qui avaient
un véhicule avec ce oui, Takata. Tout à fait. L'État l'impose depuis le mois de juillet. D'accord. Depuis juillet 2025. 25. On avait commencé l'année dernière pour les personnes qui ne voulaient pas se déplacer ou on intervenait à domicile, mais l'État l'impose depuis le mois de juillet. Et d'ailleurs, là, on entend à la radio en ce moment que le contrôle technique à partir du 1er janvier 2025 permettrait de bloquer les véhicules concernés par l'airbag et dont l'airbag n'a pas été remplacé. Alors en plus, tu me l'as dit tout à l'heure, je ne le savais pas, vous avez un autocollant, vous avez produit un autocollant avec le numéro de téléphone, donc on va dire presque universel. En tout cas, cet autocollant, vous pouvez donc, si vous trouvez pas la personne quand vous arrivez chez le client que vous avez repéré, donc vous savez où il est, vous connaissez la voiture, vous l'avez retrouvé la voiture, mais le client n'est pas là. Là, vous avez un autocollant rouge qui est marqué Urgence Takata et vous pouvez le coller sur la voiture. Oui, exactement d'ailleurs. C'est génial ça, hein, si on veut faire avancer le business. On a 2 techniciens qui sont dédiés aux interventions à domicile. C'est toujours mieux d'être à 2 pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Et c'est un des 2 techniciens qui m'en avait fait la demande, qui a vu l'idée. Et parfois en se déplaçant, il localise des véhicules sans propriétaire à côté. Donc on avait réalisé des autocollants. Et s'il n'est pas informé, ça le permet de l'informer directement et d'avoir le numéro sur le exactement visible, tout à fait. Alors on rappelle le numéro justement, c'est 0805 38 60 40, il est facile à retenir, 0805 38 60 40. Allez voir donc sur gtmag.fr, allez taper sur cette émission, vous aurez tous les renseignements. Mais donc on peut saluer quand même cet effort qui est un effort quand même considérable, parce qu'en dehors de ça, sans parler trop de chiffres, parce qu'on avait dit qu'on ne parlait pas trop de chiffres, mais on sait à peu près le nombre de voitures qui ont été réparées ou qui sont encore à réparer par exemple. Concernant CCIE et Toyota et Suzuki, est-ce qu'on a les chiffres ou... Oui, tout à fait. Ouais, on peut en parler. Pour Toyota, il reste 2300 airbags à remplacer. D'accord, 2300. Hein, oui. donc, Suzuki, on avait un tout petit parc, c'était 52 voitures. D'accord. Et pour le coup, on a du mal à les faire venir, on a dû en remplacer 3. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on a du mal justement à retrouver ces gens-là? Parce que ça paraît assez simple quand même au départ. Vous avez la pièce d'identité, enfin pas la pièce d'identité, mais vous avez la carte grise, vous avez la plaque d'immatriculation. Alors quelles sont quelles difficultés vous trouvez en fait? Les difficultés, c'est que ce sont des véhicules qui ont entre 20 et 25 ans. D'accord. Qui parfois ont été revendus plusieurs fois. Et oui. Parfois des personnes qui n'ont pas refait les cartes grises. On a aussi l'agrément auprès du SIV pour faire des demandes de connaissance d'adresse à partir des numéros de série concernés. Et parfois les courriers recommandés accusés de réception n'atteignent pas le propriétaire parce que les données connues au niveau du SIV ne parce que c'est un 4e propriétaire du véhicule sans les cartes grises. Voilà. Et donc on peut aussi imaginer, Daniel, qu'il y a un certain nombre de voitures qui est disparu aussi, soit volées, soit brûlées, soit... Non, Sébastien, oui aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. La difficulté, c'est d'avoir aussi les documents qui permettent de prouver que le véhicule a bien été détruit. C'est ça. Alors par contre, après, si on est utilisateur, parce que là, si nos auditrices, nos auditeurs nous écoutent, si on est utilisateur, que ça nous arrive et qu'on a un souci, qu'on reçoit son airbag dans la figure, en imaginant qu'on puisse encore parler, quels sont les recours finalement? Vers qui on se retourne? Comment ça se passe? L'assurance, tout ça, comment ça se passe? On sait déjà, c'est compliqué là, hein? Oui. Bon, l'assurance de toute façon prend en charge par définition. Il y a des collectifs peut-être qui sont créés pour... Il y a eu des collectifs qui ont été créés aussi. Je sais qu'en Guyane, il y a eu des soucis avec un concessionnaire en particulier. Mais enfin, le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est de savoir comment faire pour vraiment récupérer finalement ces véhicules. C'est surtout ça, tout à fait. Jusqu'à la dernière limite. D'en parler, de convaincre. Il m'arrive le week-end en faisant des courses, en activité avec les enfants, de discuter, de retrouver des voitures sur les parkings et d'insister pour vraiment rappeler le danger qui est réel. Mais il faut vraiment rappeler ce danger-là qui est terrible. Hein, je veux dire, si jamais vous... enfin, je sais pas, hein, mais ça paraît tellement évident. Là où ça bloque également, est-ce qu'aujourd'hui, si jamais je dois emmener ma voiture au garage ou alors qu'ils viennent, est-ce que ça se fait rapidement? Est-ce que ça coûte quelque chose? Est-ce que ça coûte quelque chose? Et en plus, combien de temps d'immobilisation? Parce que si on me demande d'emmener ma voiture et puis que je repars à pied, et voilà, ça c'est une question. Alors, c'est une très bonne question tout ça. L'unité mobile, il y a un avantage. Bon, est-ce qu'elle se déplace à tout moment? Je dirais, est-ce qu'on peut caler le rendez-vous par rapport à cette disponibilité? Il y a 40 questions. Hein. Voilà, et j'ai même envie de dire... Intéressant. Je veux pas jouer l'avocat du diable, mais est-ce que le samedi... Est-ce qu'il fonctionne le samedi? Est-ce qu'il tourne
Parce qu'il viendrait réparer le samedi à la maison. C'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est ça. J'ai pas osé dire ça. Non, mais déjà, il faut se rappeler quand même que CCIE déjà a un super service après-vente, parce que je crois que vous avez des horaires d'ouverture assez extraordinaires. Le matin très tôt, je crois. On accueille les premiers clients à 6h30 le matin et on ferme à 21h15. Bon, déjà, ça montre un état d'esprit quand même. Ça, c'est déjà une base. Alors, les questions qui sont essentielles qu'a posé Daniel. En temps d'intervention, selon les véhicules, le temps d'intervention. Il y a un seul airbag ou deux. L'airbag conducteur, c'est très rapide, c'est une demi-heure. L'airbag passager, il faut déposer la planche de bord, donc on est plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est aussi pour ça qu'ils se déplacent à deux, les techniciens. Et... Donc là, ce matin, là, j'ouvre le journal, je vois une information sur l'airbag. Je me dis, mince, ma voiture, j'appelle Toyota, il se passe quoi? Là, vous me prenez en urgence tout de suite. Vous annulez tout, vous me prenez moi. Alors, la consigne que je demande aux équipes, c'est sous 48 heures. Sous 48 heures. On n'a aucune rupture de pièces. D'accord. Donc, on peut le faire rapidement et c'est vraiment une priorité en 48 heures. Et on se déplace pour l'instant. Les équipes se déplacent sur 3 jours de semaine, mardi, mercredi, jeudi. D'accord. En ayant contacté les clients auparavant et en cherchant autour des... À la limite, même, vous me proposez de ne pas me déplacer. Vous me dites qu'il vaut mieux pas prendre le véhicule, on est d'accord. Exactement. Ce serait dramatique d'avoir un accident sur la route pour venir au garage. Est-ce que d'autres concessionnaires ont suivi cet exemple? Oublie pas le prix d'abord, s'il te plaît, parce que c'est important. Combien ça va me coûter, cette histoire? Ah oui. Et est-ce que je vais avoir une voiture de remplacement? Alors, l'intervention est totalement gratuite, puisque c'est pris en charge après par le constructeur. Ouais. Et au niveau du véhicule de remplacement, en général, le délai est relativement court. Donc, on prête une voiture si jamais on a une rupture de pièces. D'accord. Par le constructeur, ce qui était... Donc, j'ai rien avancé, j'avance pas d'argent. Rien du tout. Donc, c'est vraiment le constructeur qui prend en charge comme prévu par la loi, en fait. Il ne faut pas que les gens aient peur, justement, d'aller se faire changer l'airbag, puisqu'en plus, c'est gratuit. Donc, et même sur le mois de décembre, on a communiqué sur le fait que les clients qui venaient en concession changer l'airbag, on leur ferait le plein de carburant. En plus. Pour avoir le cadeau qui permet de sauver une vie. Le petit cadeau de Noël supplémentaire. Il n'y a plus d'excuse du tout. Franchement, c'est clair. Je vois pas comment on peut faire autrement que d'aller. Mais ça pose quand même question parce que je veux dire, on est quand même. C'est quand même effarant qu'on ait autant de véhicules. On peut rappeler le chiffre 2000 des poussières qui sont un peu plus de 2000 véhicules. Un peu plus de 2000 véhicules. C'est quand même énorme. Est-ce que dans ces véhicules-là, il n'y a pas. Pardon, Daniel? Pourtant, on en parle. Pourtant, on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas des véhicules de collection, par exemple, aussi, des véhicules de club ou de trucs comme ça qui sortiraient pas et qui seraient... Non, je ne pense pas. Et pour l'anecdote, par contre, j'en avais retrouvé une dans un lycée qui servait en travaux pédagogiques pour les élèves il y a 2 ans. Et du coup, on était allé la remplacer. Elle n'était plus assurée, elle n'était plus sur la route. D'accord. Et donc, oui, je ne comprends pas, en fait, comment ça se fait qu'on ait autant de voitures sans propriétaire, en fait, sans réaction de propriétaire. C'est ça qui m'étonne terriblement. Malheureusement, on est des champions de non-mutation. Je te rassure qu'en France, c'est pareil. On a aussi le même type de soucis. Sébastien, tu seras d'accord ou pas? Non-mutation de carte grise, on est Oui, je rejoins ce que dit Dan. Les stats disent que c'est un peu plus élevé, et aussi même par l'assurance. Oui. Il y a aussi... il y a les voitures qui sont en panne dans les champs et qui sont sous les herbes qu'on ne voit plus. Hein. Oui, exactement. C'est une spécificité aussi quand même. Les voitures achetées en épave pour refaire une autre et qui sont récupérées à la casse comme en savant si elles sont toujours en circulation. C'est toute la difficulté. Voilà. Parfois, on ne sait pas l'airbag d'une s'il n'a pas été monté sur une autre. Donc pour retracer tout ça, c'est... L'autre problème, à mon avis, c'est l'assurance, puisqu'il doit y avoir des dates, des délais sûrement au niveau des assurances. Là, on va essayer de se renseigner sur la prochaine émission. On essaiera de faire venir un assureur pour voir comment ça se passe, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi un problème de délai. Je ne suis pas certain que l'assureur prenne en charge si les dates n'ont pas été respectées pour le changement de ces fameux airbags. Si l'assurance fonctionne toujours, enfin, il y a peut-être un risque aussi de ce côté-là, ce qui est pas négligeable. Donc il faudra quand même qu'on essaye de voir de ce côté-là. Honnêtement, je ne sais pas ce point-là. Bon. Le nombre de voitures déjà réalisées, vous l'avez le chiffre ou pas en tête? Oui, plus de 6500. Plus de 6500 voitures qui ont déjà été réparées. Depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que le CCIE communique depuis le début. Du travail de longue haleine. Hein. Exactement. Donc, Toyota a tout de suite communiqué sur ce danger.
Et on a tout de suite pris le relais aussi à notre niveau depuis 2016. Il y a même une collaboration entre concessionnaires en fait, puisque plusieurs concessionnaires se sont associés pour ce fameux numéro là, 0805 38 60 40. En fait, ça concerne toutes les marques en fait, concrètement. Oui, on se retrouve régulièrement en préfecture justement pour faire le point sur les actions en cours et du coup on s'est dit qu'on serait plus fort pour communiquer à plusieurs. Et puis le préfet a mis une grosse pression, bien sûr, évidemment, c'est son rôle sur tout ça, l'État déjà, et puis le préfet a relayé bien sûr sur les Il y avait eu fin juin un communiqué qui a été réactualisé il y a quelques semaines. Ben, en tout cas, bravo quand même, bravo à CCI et Toyota Suzuki pour ces efforts qui ont été réalisés. On entend la petite musique, et ben, c'est la petite musique que c'est le temps de la publicité. Merci donc à toi Sébastien, donc Pan est le directeur de l'après-vente de CCIE Toyota Suzuki d'être venu nous voir. Tu nous quittes parce que tu as des impératifs. Je voulais apporter une précision que j'ai peut-être pas bien dit. Sûr. On remplace également les airbags pour les véhicules Chevrolet. Chevrolet, d'accord, ok. On avait été représentant Chevrolet il y a quelques années. À une certaine époque, oui. Et du coup, on en avait à peu près 900. On a eu la liste au mois de février. D'accord. Et on a remplacé la moitié du parc. D'accord. Donc il reste encore presque 500 véhicules, 450-500 véhicules. À récupérer. Chevrolet. Donc et là, c'est uniquement l'airbag conducteur pour Chevrolet. Et on redonne le téléphone 0805 38 60 40 à retrouver sur gtmag.fr en allant taper sur cette émission. Merci encore Sébastien. Merci à vous. Très vite, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Eh bien, vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmag.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièce Auto Martinique, Happy Pièce Auto Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière, le Club 7, parce que nous y sommes ce soir, mais aussi Label Web et gtmag.fr. On se retrouve face à Monsieur Moto en Martinique, Daniel Montpelat. Merci d'être là, Daniel. Tu es devenu, on va dire un pilier de l'émission quelque part. Le célèbre Daniel Montpelat. Le célèbre Daniel. On le voit de partout. Surtout là où c'est utile. T'as remarqué. C'est tout à fait. Alors. On a le plaisir de te recevoir, on a discuté un petit peu, enfin en tout cas on s'est envoyé 2-3 mots avant que tu viennes dans l'émission. On rappelle donc que tu es chargé de mission donc, auprès du préfet. Tu es donc le Monsieur Moto de la Martinique. Depuis combien de temps, on peut le rappeler ? Depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Donc président d'Alizé Moto Club. Oui. Voilà. Responsable donc des motards sécurité du comité régional cycliste de Martinique. Plus maintenant. Plus maintenant. Là, tu as abandonné cette partie-là. Trop de boulot. Trop de boulot. Trop de travail. Il est trop demandé. Voilà. Est-ce que tu es toujours responsable d'une école de conduite ? Oui. Avec ça, c'est mon plus. Son bébé. Ça, c'est le bébé. Ouais. Donc là, c'est bon, on y est. Ouais. Alors, donc tu as commencé la moto à 9 ans, on l'avait déjà dit, mais on le répète, et tu en as aujourd'hui 35. C'est ça ? J'en ai, ouais. 36. 36. Moi, je sais pas si j'ose pas donner ton âge. Est-ce que j'ai le droit ? Je sais pas. Non, tu peux le dire. Hein. J'ai pas honte. Non, c'est 62. 62. Bon, voilà. Donc, tu fais de la moto donc depuis des années, en fait, on peut le dire. Et puis, tes enfants t'ont suivi aussi dans cette mon fils particulièrement. Ma fille, non. Ils font plus que le suivre, elle dépasse maintenant. Même. Exactement. Il me dépasse. Allez, je rappelle qu'on est avec Eric Rouget, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ancien motard donc, de la gendarmerie, donc, qui est chroniqueur, vous connaissez bien maintenant. Et on est avec Maxime de Marie Blachère, qui a ouvert donc, à Casse-Pilote. Il est fou ce mec. 3 baguettes achetées, une offerte. 3 croissants achetés, un offert, c'est ça ? 3 croissants achetés, un offert. 3 pains au chocolat achetés, un offert sur de nombreux produits. Alors, en plus, première journée, 900 personnes. Boum. Donc, ça a été la totale. On verra tout à l'heure, hein, parce que on te réserve pour la fin. Le dessert est toujours pour la fin. Et puis, on a 2-3 questions à lui poser quand même, pour savoir si les recettes sont bonnes, si c'est bien... si tout est bien carré dans cette histoire. Mais j'ai l'impression que oui, quand même, parce que je suis déjà allé. Hein. On s'est croisés là-bas. Bon. Alors, une action organisée par les services pénitentiaires de Fort-de-France
Avec toi, Daniel. Alors, l'objectif. Alors, régulièrement, on a des actions avec le service pénitentiaire où on fait, Eric a eu l'occasion de participer d'ailleurs à plusieurs reprises, où on a des gens qui sont impliqués dans des délits routiers. Et on travaille avec eux de manière à les interpeller, à les sensibiliser sur la conduite. Ils sont emprisonnés ou pas forcément. Ils sont soit en fin de peine, soit sous bracelet, etc. D'accord. Donc théoriquement, quand on est en bracelet, on est prisonnier. Bien sûr. Mais maintenant, l'idée, c'est de les sensibiliser, de les interpeller sur leur comportement. Et très souvent, ça a un impact important parce qu'en fait, ils ne voient pas les choses de la même manière, mais quand ils sont face à, là, la dernière fois, comme on a vu, je me fais contrôler parce que j'ai pas de casque, j'ai pas de gants. Oui. Au lieu de m'arrêter, je fais demi-tour, un refus d'obtempérer finalement. Et les forces de l'ordre partent après moi. Alors là, on parle d'un exercice qui a été mis en place. Des mises en situation, une vraie mise en situation voilà. avec une vraie moto, avec le vrai risque aussi. Voilà. Alors en sachant que celui qui vient de faire le délit de fuite, lui, il n'est pas mort. Parce qu'il y en a 17 qui sont morts malheureusement. Oui, voilà. On en parlera après, mais voilà. Là, on parle bien de quelqu'un qui est encore en vie, exactement. Mais qui va faire un refus d'obtempérer. Et dans le scénario, donc, qu'est-ce qui se passe du coup ? Et dans le scénario, donc, il fonce, donc il fait le refus d'obtempérer, et les forces de l'ordre partent après lui pour essayer de le contrôler. Un peu. Et finalement, au détour d'une rue, on va dire, il percute une femme et un enfant, qui sont en réalité des mannequins. Il les percute et l'enfant décède. Alors, quand on regarde la vidéo, c'est terrible. Donc, c'est dans un virage. C'est très réaliste. C'est horrible. Une dame qui marche avec son enfant. Alors, l'enfant est du côté route. Voilà. Alors, ça, c'est un premier conseil qu'on doit donner peut-être aux parents. Évidemment, beaucoup de parents le savent, mais parfois, on ne fait pas attention. On met son enfant toujours côté non circulé. Exactement. Donc, le côté inverse de la circulation. Là, en l'occurrence, dans le scénario, l'enfant est au bord de la route et il est dans un virage. Voilà. Et le pilote prend son virage très serré. Ouais. Et bien sûr percute l'enfant qui décède. C'est un scénario, évidemment. C'est un scénario, mais il est très probable. Mais qui est très réaliste, puisque une fois, on a même des gens d'un bus qui ont voulu prendre ma défense. Ça a failli un peu tourner. Mais en tout cas, même le public est vraiment horrifié. Ils sont et là, ils se retrouvent face à une situation, ils me disent, ah oui, mais est-ce que tu as vu ce que tu as fait, etc. etc. Et je leur dis, mais c'est ce que vous avez fait. Bien sûr. Ils me disent, ah oui, mais nous, on n'a tué personne. Est-ce que vous pensez que moi, je voulais tuer quelqu'un aujourd'hui ? Bien sûr. Donc voilà, on est dans une situation où pourquoi je ne me suis pas arrêté ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Etc. Et alors, là, quelles sont les raisons, alors, justement, parce que puisqu'on parle du scénario où effectivement il y a un refus d'obtempérer, on s'en doute un peu, mais quelles sont les raisons essentielles qui font qu'on ne s'arrête pas ? Il y a un jeu. Moi, je pense qu'il y a... Enfin, quand on discute avec eux... Il y a un jeu pour certains, c'est vrai, je te laisserai dire. Mais il y a aussi les gens qui sont... Les contrevenants. Qui sont des contrevenants qui ne sont pas en règle avec le code de la route, qui n'ont peut-être pas de carte grise, pas d'assurance, ou pas de permis, pas de casque, ou la moto est volée, ou voilà. Mais pour certains, comme le dit Dan, ça peut être aussi un jeu. Parce que c'est un peu... chercher un petit peu les forces de l'ordre, c'est être rebelle, et montrer qu'on est plus fort que tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque ça se termine souvent mal, puisque tu l'as dit toi-même, ça fait 17 morts sur les routes après. Donc, Alors revenons au scénario. De cet enfant. Ce qui est important de noter, effectivement, c'est que très souvent, on a déjà, moi je leur dis, vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas de permis, mettez au moins le casque. Au moins les forces de l'ordre, comme je leur explique là, lors de ça leur sauve la vie déjà. Ça vous sauve la vie, et puis peut-être que je n'aurais pas été contrôlé. Je n'ai pas dit systématiquement, mais peut-être que je n'aurais pas été contrôlé. Parce qu'au départ, on veut me contrôler parce que je n'ai pas de casque, je n'ai pas de gants, et que j'arrive... Bien sûr. Maintenant, si j'avais le casque et les gants, peut-être que je serais passé à travers le contrôle. Voilà. Rappelons que 100% des gens qui sont décédés en moto en 2025 n'avaient pas de casque. Ne portaient pas de casque. Ne portaient pas de casque du tout. Donc on a ça, et puis comme je le on revient sur le scénario de l'enfant pour voir. Donc l'enfant est décédé. Voilà, l'enfant est décédé. Donc évidemment, je suis blessé lors de la chute. Donc on appelle le service d'urgence de secours. Et l'occasion aussi d'interpeller tout un chacun sur le temps
que les services de secours mettent à arriver. Donc, je reste un bon petit moment par terre, sous le soleil, etc. Et en plus que ça, de leur expliquer aussi l'importance que tout le monde soit sensibilisé à la partie secours. Parce que là, si peut-être il y avait des secouristes parmi nous, peut-être qu'ils auraient pu essayer d'intervenir. Voilà. Dan, est-ce qu'on peut retrouver ta vidéo quelque part pour ceux qui nous écoutent pour pouvoir voir justement cet exemple sur GTMac, il va nous la passer, non? Oui, nous la passer. Elle est pas, si elle est pas, elle est publique. Si elle est publique, on la mettra sur l'émission. C'est plus facile. Comme ça, on ira la voir. Elle est très impressionnante cette. Alors, c'est vraiment impressionnant parce que même le public concerné là, ils sont vraiment effrayés, quoi. Ils s'attendaient pas à ça. Et, pour la plupart des gens qui sont là, ils pensent que je vais faire une simulation presque à l'arrêt. C'est ça. Et là, ils voient que c'est vraiment brutal. Ah oui, c'est brutal. C'est une vraie chute. C'est un vrai cascadeur qui. Daniel est un vrai cascadeur pour ça, maîtrise vraiment la manœuvre. Donc ne faites pas ça. Parce que alors, faut pas le faire. Donc les gens qui sont dans le public, c'est qui? Rappelons-le quand même. Ce sont des gens qui ont eu donc un problème. Soit avec l'alcool, soit avec la vitesse, qui ont eu provoqué des accidents corporels, on va dire. On a des gendarmes, des policiers. Ce qui est assez marrant, c'est que souvent, ces mêmes intervenants-là se trouvent face au public qu'ils ont contrôlé. C'est ça. Donc il y a un échange un peu tendu au départ, sûrement. Mais après, on reste tous humaines, donc après explication et après ça, forcément l'échange va se faire et on va se poser des questions et ça va avancer peut-être dans leur tête aussi. Ça va avancer, ça va changer la façon de voir les forces de l'ordre, la façon de voir l'accident aussi. D'accord. Et donc, résultat, bilan finalement de cette histoire. Alors, bilan, je suis évidemment interpellé, donc menotté. Donc, on est surpris, on voit bien qu'il se passe quelque chose de grave. Je suis menotté, interpellé. Et en plus que ça, un élément important, c'est que le père du gamin que j'ai tué, entre guillemets. Oui, mais c'est ça. Je rappelle que c'est un scénario, bien sûr. Le père du gamin que j'ai tué me menace. Il veut normal. Il veut s'en prendre à moi. C'est pas que c'est normal, c'est que c'est une réaction un peu intempestive. On peut la comprendre. Les forces de l'ordre me protègent. Oui. Et comme il voit qu'il n'arrive pas à s'occuper de moi, on va dire, il me promet de passer le message au niveau du centre pénitentiaire à la famille pour s'occuper de moi en dedans. Et il me promet également que si jamais je sors vivant du centre pénitentiaire, que quand je marcherai, de regarder derrière moi, parce qu'il va me retrouver. C'est son gamin que j'ai tué. Donc tout ça, on a remarqué que ça les sensibilise. C'est la vie en fait, ça arrive. C'est ça qui est terrible, c'est que ça arrive. Et rien n'est intéressant dans cette histoire, finalement. L'accident lui-même, l'enfant qui décède, la réaction du parent, tout ça n'est pas normal et c'est dû à un comportement routier qui est un comportement... Et je leur dis, pourquoi vous n'êtes pas parti et puis pourquoi avoir fait demi-tour, puisque là j'avais la possibilité de faire demi-tour, je ne l'ai pas fait. Je force le passage, donc je mets en danger les forces de l'ordre. Là, il se trouve que là, je tue quelqu'un qui n'avait rien à voir, qui traversait. Et derrière, je me fais mal. Et en plus que ça, les conséquences matérielles également, la moto est saisie, détruite, etc. Bien sûr, les conséquences qui sont... Et après, il y a le tribunal, il y a tout ça. Et la condamnation. Maxime Laurent de Marie Blachère, tu roules la moto, toi? Tu as un scooter, non, pour te déplacer? Non, la moto proscrit. Oui. Dès plus petit. C'était réglé. Il y a un tonton qui a perdu une jambe, accident de moto. Et ça refroidit. Oublie, la vélo, c'est bien, arrête-toi là. D'accord. C'est pour savoir s'il était concerné. Elle a fait attention à toi. Voilà, c'est ça, oui. Je pense que beaucoup de familles peuvent prendre un exemple sur ça. Alors, oui, exactement. Alors l'impact donc finalement sur ces gens qui ont eu un délit, il est quand même sérieux. On voit bien qu'ils ont été touchés par l'opération parce que c'est du réel, parce qu'on voit la chute. Il se passe quelque chose. C'est un peu comme quand on fait des accidents en réel à scooter ou à moto. Vous savez qu'on renverse un mannequin qui traverse. On est choqué quand on est au bord de la route. Moi j'ai assisté à ça. On est choqué comme dans un vrai accident. Alors c'est vraiment brutal. C'est brutal. Tu l'as vu sur la vidéo. Bien sûr. Et je te dis, chaque fois qu'on le fait, on le fait dans le site de l'IMS, et chaque fois qu'on le fait, les gens qui sont là prennent parti ou bien ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe, etc. C'est vraiment brutal, quoi.
L'idée, c'est aussi de s'adresser finalement au grand public, à quelque part. Puisque, ok, on a les gens qui ont été concernés par un accident, mais le grand public, est-ce qu'il est touché véritablement? Cette vidéo, elle est diffusée? Comment ça se passe en fait? Cette vidéo est diffusée, mais je le fais aussi régulièrement dans des opérations avec des associations ou avec des municipalités, des collèges, etc., dans des écoles, etc. Et j'avoue qu'effectivement, des fois, on n'avertit pas. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu l'occasion de me dire qu'ils ont failli perdre connaissance, qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Combien de fois là, tu fais la démonstration déjà? Alors, sur une année, j'ai dû au moins 2-3 fois par mois, j'ai eu l'occasion de le faire. 2-3 fois par mois. Et dans l'exercice, toi, tu n'as jamais... parce que c'est quand même un peu dangereux. J'ai déjà été blessé. Voilà. Est-ce que tu as été blessé déjà? J'ai déjà été blessé. Tu donnes vraiment de ta personne pour montrer le réel de ce qui peut se passer. Exactement. Alors, des fois, je chute avec le gilet airbag pour montrer l'importance du gilet airbag. Mais d'autres fois, je chute comme là. Pas dans ce cas-là, voilà. Pas dans ce cas-là, puisque là, je suis sans casque, sans gants, sans rien du tout, sans aucune protection. Et là, effectivement, ça arrive très souvent que je me fasse mal. Oui, c'est vraiment risqué pour montrer exactement la vérité, en fait. La vérité, parce que si je mets les protections, ça ne représente pas, entre guillemets, le bad boy, si on exactement. Ça, quoi. Alors, on close ce chapitre-là. On rappelle quand même qu'il y a depuis le début de l'année 17 personnes qui sont mortes. On ne compte peut-être pas les blessés. On ne compte pas les blessés, alors que j'aime insister sur le fait que les blessés sont tout aussi importants, même plus importants, parce qu'on meurt, c'est fini. Bien pour sûr. La famille, il y a des conséquences. Mais celui qui est paraplégique ou tétraplégique, pour moi, c'est encore plus grave. Mais maintenant, il faut aussi rappeler les causes. Les causes, c'est quoi? Dans la majorité des cas, c'est alcool, stupéfiant, pas d'équipement de sécurité, c'est la vitesse et très souvent, malheureusement, pas de permis. Alors, est-ce que tu considères ces gens-là comme des motards, comme ceux que tu formes dans ton école, qui sont tout équipés, qui ont des gants, des casques? Non, alors très clairement, j'ai tendance à dire qu'un vrai motard, je pose toujours la question aux gens, qu'est-ce qu'un motard? À ne pas confondre avec un usager de deux roues motorisées, un vrai motard, c'est quelqu'un qui a suivi la formation, donc qui sait les risques, etc., qui connaît les règles, et un motard, c'est quelqu'un qui respecte. Alors, je ne vais pas non plus raconter des histoires en disant qu'on est toujours dans les clous. Ça nous arrive aussi, comme tout le monde, de commettre des erreurs. Mais on connaît les conséquences et donc dans ces conditions-là, moi par exemple, je roule avec un gilet, blouson, gilet airbag. Il n'est pas question que je fasse de la moto par exemple en sandales. Donc je demande au public de faire la différence entre quelqu'un qui va rouler sans les équipements de sécurité, sans rien du tout, ou quelqu'un qui va cabrer sur la voie publique, etc., sans tenir compte des conséquences pour des enfants qui traversent, etc. Et il faut bien faire attention. Le vrai motard, on le reconnaît. On le reconnaît déjà par la tenue. Par son équipement, tout simplement. Sa façon d'être aussi. Voilà. Sa façon de rouler, sa façon de dépasser, sa façon d'être sérieux sur la route. Ça se voit assez facilement. En fait, celui qui n'a pas de permis, pas de casque, etc., c'est un délinquant. Donc pourquoi un délinquant? C'est parce qu'il, comme dans ton exercice, il peut tuer quelqu'un. Son véhicule va devenir une arme, en fait. Et puis, je le dis à chaque émission et à chaque fois qu'on parle de moto, quand on tombe à moto, généralement, on s'en souvient toute sa vie. Je veux dire, même quand on fait un petit accident de moto, on tombe tout seul sur une route, on a mal, ça fait très mal. Et donc, on s'en souvient. Et normalement, on ne fait plus le con, quoi. Je veux dire, on arrête de faire de l'idiot parce qu'on se rend bien compte qu'une protection nous aurait évité une brûlure au 3e degré sur l'ensemble de la cuisse ou de la hanche ou du dos. Détrompe-toi, moi j'ai eu l'exemple d'une personne que j'ai arrêtée qui avait eu la veille un accident de la circulation, qui était bien râpé sur tout le corps, et qui était quand même en tongs et en short. Bon, ce comportement-là, il doit changer, il changera avec le temps, grâce à tes actions, grâce aux actions de la sécurité routière en général, grâce au peloton de gendarmerie qu'on a reçu d'ailleurs il y a 15 jours. Voilà, donc on a reçu ces gens-là qui nous ont bien expliqué quels étaient leurs problèmes. Alors, ce qui est important également, c'est prendre en charge le public le plus tôt possible. Parce que malheureusement, les adultes déjà bien avancés... Le comportement est peut-être déjà dans la routine, le mauvais comportement est dans la routine. C'est un arbre qui est
Voilà. Ouais. Alors que moi, je préfère travailler en majorité avec des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bien sûr. Et puis de les éduquer. Dès le départ. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire un petit saut pour finir avec une touche vraiment sympathique. C'est ce petit gamin de 6 ans qui est drépanocytaire. Alors, on va dire ce que c'est la drépanocytaire. J'arrive plus à dire le mot. On va parler de sa maladie, d'accord. J'ai du mal à reprendre le mot. C'est une maladie qui pose des problèmes d'infection. Enfin, l'enfant peut prendre des infections assez rapidement à la moindre coupure, au moindre problème. C'est un enfant qui a donc une santé fragile. Et là, il est à l'école, c'est ça ? Il est à l'école. Il a 6 ans. France, et il a commencé la moto chez nous il y a un peu plus d'1 an. Alors chez vous, c'est où ? À l'Isée Moto Club, près de... Pour les auditeurs. Juste à Petit Manoir, au Lamentin. Donc il a commencé la moto et au départ, c'était un peu compliqué parce qu'effectivement, il a appréhension, etc. Et aujourd'hui, quand il fait de la moto, il chante. Il chante et sa mère m'a expliqué. Au départ, ça m'étonnait, mais sa mère m'a expliqué. Quand il est heureux, il chante. Donc, il roule la moto et il chante. Et donc, dernièrement, il nous est venu une idée de dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on l'emmène à l'école ? Ça se fait dans l'Hexagone, etc. Je me suis dit, tiens, on ira le chercher au bus. Il prend le bus pour se rendre à Fort-de-France. Et on ira le chercher et on va l'emmener à Fort-de-France à moto. Alors au départ, c'était avec moi. Avec toi, au départ. Normalement, c'était toi qui devais le prendre. Voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais on aurait pu demander aux camarades motards de la police de venir pour l'escorter. Donc, il a eu une escorte que moi, j'ai jamais eue. Vraiment une escorte présidentielle. Un motard devant, un motard derrière. Et là, on l'a emmené à l'école. Et franchement, il m'a dit, et ça m'a fait pleurer, il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc, c'est fabuleux. 6 ans, et puis voilà, il est éduqué dans le bon sens, et il connaît les avantages. On est obligé de faire, c'est la fin, on est obligé d'aller faire la pause publicitaire. Merci encore pour ton travail, Daniel. Tu sais que la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Avec plaisir. Dis-moi que d'ici à la fin d'année, tout va bien se passer et qu'on arrêtera d'avoir des morts sur la route, parce que c'est une mauvaise période qui démarre là. C'est une belle et une mauvaise période. Voilà. Donc moi j'aimerais que les gens prennent conscience. Mettez au moins votre casque, un minimum. Il faut mettez le casque et puis la boisson, l'alcool, les stupéfiants. Ça marche pas avec la moto. Ça marche pas avec la moto. Déjà que ça marche très mal avec la voiture. Encore moins avec la moto parce qu'on a très peu de protection. Merci à Daniel Montpelat, Monsieur Moto de la Martinique. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord et on se retrouve dans un petit moment. Tu restes avec nous si tu es d'accord. Tu vas voir en fonction du temps. Ouais. Allez, ça marche. À tout à l'heure. À tout de suite après la pause. Vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièces Auto Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza, le Club 7 où on est ce soir qui nous accueille exceptionnellement, mais aussi La Belle Web, le producteur de l'émission, et gtmac.fr, le réalisateur. Allez, on parle d'automoto depuis le début dans cette émission, c'est son thème, c'est vrai, mais on va changer un peu de thème quelque part. Même vraiment beaucoup. Tout simplement parce que donc j'ai été charmé par l'accueil que j'ai eu chez Marie Blachère, cette boulangerie donc, qui est connue dans l'Hexagone. Grande enseigne de l'Hexagone. Ouais. Grande enseigne de l'Hexagone, effectivement. Donc Marie Blachère, et dont le directeur d'exploitation, c'est ça on peut... Responsable manager. Responsable manager, voilà. C'est la même chose. Et Maxime Laurent, donc vous l'avez tous vu sûrement en vidéo. Vous avez vu ces splendides vidéos avec ces fameux gâteaux d'abord, puis ensuite ces viennoiseries, et puis ensuite, tout ce qui fait la qualité de Marie Blachère, c'est-à-dire son pain, sa recette de pain finalement qu'on connaît bien en France hexagonale. Alors, je voulais m'assurer que le concept est bien celui de l'Hexagone. Tout à fait, c'est exactement la même chose. On est sur le concept de la boulangerie, donc à Casse-Pilote, et on a aussi le café de Marie Blachère au François.
Le café de Marie Blachère aussi, au François, effectivement. Tout à fait. Café avec les pâtisseries, du coup. En café, viennoiserie, sandwich, snacking, tout ça aussi. Mais ça, c'est au François. Et à Casse-Pilote, on est sur la boulangerie. Alors, 830 points de vente, je parle en France, 831 maintenant, on va dire, avec la Guadeloupe. 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 400 millions de baguettes par an. Vous avez entendu ? 400 millions de baguettes par an. Donc, en 20 ans, donc, ces boulangeries pas chères, finalement, ont connu un développement fulgurant. Au pays de la baguette, comme la franchise Marie Blachère a-t-elle multiplié les ouvertures comme les petits pains, on voit ça avec toi, finalement. Quel est le cœur du métier, finalement, chez Marie Blachère, à Casse-Pilote ? D'abord, vous commencez à quelle heure, déjà ? Alors, les premières personnes commencent à 3h30, boulanger, préparateur, et ensuite on a les vendeurs, on commence à 5h et on ouvre à 5h30. Vous ouvrez à 5h30 du matin. 5h30 pour accueillir les premiers clients. Ce qui correspond bien finalement à la vie sur nos îles. C'est la vraie boulangerie qui ouvre le matin quand on part travailler ou c'est juste génial, 5h30 du matin. Voilà. Donc ouverture 5h30, fermeture 20h. Du lundi au samedi. Alors ça a ouvert quand le Casse-Pilote a ouvert quand Le 26 novembre. Ouais. Et là, c'est extraordinaire parce que le 26... En fait, il n'y a pas eu de campagne de communication spécifique, on va dire. Un petit peu mais sur les réseaux en début de semaine et après c'était attendu parce que ça parlait déjà beaucoup dans le secteur, les gens attendaient l'ouverture avec impatience. Alors le 26 il se passe quoi ? Il se passe que en fin de journée on va dire tu fais le calcul, tu prends ta calculette et là tu vois que on est pas loin des 800 clients sur la journée. 800 clients sur la journée. La concurrence ça doit avoir un petit peu peur quand même, non ? Oui, je pense oui quand même. Alors on a vu d'ailleurs des boulangeries se mettre aux 2 baguettes achetées, 1 baguette offerte, comme par hasard. C'est logique. C'est bien pour nous, du coup. Oui, merci. Ça a déjà été fait, mais après c'est vrai qu'après c'est tout un esprit, tout autour des produits. Ça se limite pas à la baguette. Alors, Eric, moi j'ai une question. Tu viens de dire la baguette. Est-ce que vous utilisez les mêmes farines qu'en France, du coup ? Alors, ici, on a fait le choix d'opter pour la farine du meunier des Antilles. Donc c'est une farine qui est produite en local. Il y a plusieurs raisons, c'est l'approvisionnement, c'est la qualité des produits, la conservation. Ça paraît logique en plus. De garantir quand même une constance, Donc ça a été des produits qui ont été sélectionnés, des recettes qui ont été vues et abouties pour l'utilisation des farines locales. Elle correspond mieux ici parce que je sais que l'hygrométrie, tout ça, et la chaleur changent le... Alors il y a la chaleur, mais il y a aussi la conservation des farines et leur coût aussi, c'est plus fluide et puis avoir un partenaire local, c'est important. C'est plus important. Alors, quand on rentre dans une boulangerie Blachère, on a plusieurs choses qui viennent nous frapper directement. Bon, d'abord l'odeur, la bonne odeur du pain et de la viennoiserie, ça c'est clair. Des vrais croissants, enfin, j'ai envie de dire, même si on peut en rediscuter, mais on a du mal à trouver des vrais croissants gonflés, bien en chair, on va dire. Ça va pas arranger notre ligne, ça. Ça va pas arranger notre ligne, ça c'est clair. Les gâteaux, bien sûr. Et puis, les 3 types de pain, c'est-à-dire les 3 types de cuisson. Ça, je pensais que vous n'alliez pas le faire et vous l'avez fait. Voilà, donc la blanche, la dorée et la bien cuite. Alors voilà, pourquoi ? Parce que les clients, en fonction de leur âge, en fonction de leur goût... Des goûts, des objectifs. On a des clients qui achètent pour congeler. Ouais. Et après, donc ressortir dans la semaine. Donc ils préfèrent que ça soit moins cuit pour après qu'on passe au fond et avoir un pain au final qui est doré, mais au moment où ils en ont besoin. Cuit par eux-mêmes finalement. Voilà, on cuit un peu par eux-mêmes et puis après pour la texture, Alors, j'ai une question. C'est Daniel Montpelard, oui. Voilà. Si par rapport à l'Hexagone, est-ce que quelqu'un qui serait client dans l'Hexagone, il consommerait les produits d'ici, est-ce que ça correspond à 100% 100%, j'y étais, Daniel. C'est tout à fait l'objectif on fait tout ce qu'il faut pour que le client s'y retrouve. Le même goût, le même... Voilà. Après, je dirais même que le pain est un petit peu meilleur parce que la farine d'ici, je la trouve meilleure que celle de métropole. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Oui, après, il est difficile en plus alors. Oui, en plus. Et après, on a aussi des produits locaux. Donc, il y a la touche locale. On travaille et on conserve les produits. Attends, j'ai pas fini avec toi parce que là, j'étais en train de faire l'étalage de ton étal. Donc on a dit les 3 baguettes, enfin les 3 cuissons de baguettes, bien sûr, mais il y a les chouquettes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Chouquettes, oui. Les Martiniquais vont tomber amoureux des chouquettes. Une chouquette, c'est tu la regardes pendant 20 minutes et tu la manges pendant 1 seconde et demie, tu vois. Non, tu manges le paquet en 1 seconde et demie. Nous, c'est le lot 10. Ça sert à rien de faire
À l'unité, c'est le lot de 10, le lot de 20 ou le lot de 30. Bon. Et après, tu as la méga pizza, alors qui se divise en parts, évidemment, individuelles, etc., etc. Vous avez les mecs comme je suis fort quand même, parce que j'ai vraiment zioté, j'ai regardé. Hein. tu as tout testé. On sent le gourmand là quand même. Non, mais moi, parce que je fais pas 135 kilos pour rien. On voit la lumière dans ses yeux même quand il en parle. Alors, on propose des pizzas à la pan. Oui, donc voilà. on a des plaques pizza à la pan depuis l'ouverture. On regarde toute la journée, mais aussi à partir du milieu de la journée, on commence à faire les pizzas XXL. Donc c'est pizzas sur 40 cm de diamètre, donc à partager en famille ou autre. Et, avec un tarif qui tient la route de surcroît. Tout à fait. C'est ça l'objectif, parce que chez Blacher, il y a ça. Hein. L'idée, c'est d'avoir aussi des petits prix. Des prix qui soient raisonnables, à tel point que, par exemple, et là je vous donne une astuce, si vous ne connaissez pas encore Marie Blacher, si vous avez envie d'une gâterie en soirée, on parle de sucre, hein. Oui. D'accord. C'est tendancieux quand même. Hein. Entre autres. Est-ce que vous pratiquez ce que pratique Marie Blacher en métropole, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne sais plus, je crois que c'est 18h, on casse un peu les prix et on vend ce qu'il y a en étal et on fait un vrai prix sur ce qui reste en étal. Donc, ce qui se passe, c'est que 30 minutes avant la fermeture, donc c'est selon les magasins, selon les horaires de fermeture, on fait 50% sur une sélection de produits, dont les viennoiseries, ça peut être des pains spéciaux, ça peut être de la tarenterie, des desserts. Donc il y a une sélection de produits selon les jours, mais des viennoiseries, on les retrouve en fin de journée. Du coup, ça ferme à quelle heure? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais poser. Ça ferme à quelle heure? À 20h. Donc de 19h30 à 20h, on peut retrouver une sélection de produits à moins 50%. Alors le dit 18h30 à 20h. Donc c'est accessible, hein, parce que les gens sont généralement dans leur voiture, ils sont en train de rentrer chez eux. Voilà, on voit qu'il se bat contre la vie chère, parce qu'il a même mis le t-shirt rouge du combat contre la vie chère. Ces produits-là, on les retrouve aussi des fois le lendemain. Donc c'est toujours dans la politique anti-gaspillage. D'accord. Donc ce qui n'a pas été vendu le soir, on le remet, on a une échelle qui est placée en magasin sur laquelle on met les produits, donc jusqu'à une certaine heure, produits à moins 50%. Donc c'est juste génial. Alors on est toujours on brosse toujours l'étal et tu en as parlé toi-même des pains spéciaux, parce qu'effectivement les gens maintenant commencent à comprendre qu'il n'y a pas que la baguette traditionnelle, il y a la baguette blanche classique, il y a la baguette au levain, il y a les pains vraiment spéciaux. Donc c'est quoi chez toi les pains spéciaux? Alors, on a le complet, pain de campagne céréales, multicéréales, on a le pain nordique farine de seigle, céréales à l'ancienne, farine au maïs, pain aux noix, pain sportif. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, qu'on tranche sur place. D'accord. Et on a des offres aussi sur soit 2 pains spéciaux, soit un lot de 4. On a vraiment plusieurs tarifs, on peut prendre de tout. Et ils sont... Alors, est-ce qu'il y a une formule petit déjeuner par exemple? Oui, on fait le croissant et le pain au chocolat. D'accord. Avec le café. Un prix très compétitif. Alors, 1,50€. Oui, alors c'est le même, c'est les mêmes on retrouve les produits. On est 1,50€. On n'est pas 1,50€. C'est moi qui cherche. On fait le café, on fait le café 1€. Vous faites le café 1€. Voilà, oui, comme quoi je suis pas loin. Le café 1€, c'est expresso, café allongé, donc du café grain. On fait le café, les boissons chaudes. Donc 1€ le café et l'expresso. Et c'est juste génial. Donc le matin, j'arrive, je me prends mes 2 croissants. Voilà, on a la terrasse le long du point de vente et emplacement restauration à l'intérieur également. Donc si je prends 3 croissants, j'en ai un gratuit, c'est ça, hein? Voilà. Donc si je vais avec ma copine, je sais pas, prendre 4 croissants du coup, 2 chacun, tout va bien. Moi, l'offre que je préfère en viennoiserie, parce que j'aime les deux, c'est le mix viennoiserie. On a 2 croissants, 2 pains au chocolat. D'accord. Et franchement, c'est le meilleur compromis. C'est juste le top. Voilà. Alors, un autre phénomène qui est terrible pour moi, je dis bien pour moi, mais moi ce qui me gave le plus quand je vais dans un magasin, c'est d'attendre. Pour moi, ça c'est terrible. Parce que on est tous pressés, plus ou moins. Je veux dire, je sais pas vous, mais bon, moi j'ai souvent beaucoup de choses à faire, comme beaucoup de gens. Hein, je trouve, je suis pas une exception. Mais l'attente peut être parfois difficile, même très très difficile dans certaines boulangeries. Est-ce que chez Marie Blacher, on a arrivé à ce problème? Alors on fait tout pour. Oui. On fait tout pour. C'est vrai que depuis l'ouverture, on a des gros pics de fréquentation. Oui. Alors c'est les clients qui pourraient en parler, mais je pense qu'on essaie de faire au mieux pour fluidifier la queue, avoir le personnel adéquat et puis l'organisation qu'il faut en caisse pour le service.
et l'encaissement afin que le client ne tente pas. Je vous ai vraiment zioté là-dessus, j'ai vraiment regardé comment vous faisiez parce qu'en fait oui il y a 3-4 personnes en fait concrètement, c'est-à-dire qu'en fait quand vous entrez dans le magasin, s'il y a une attente de 10 personnes devant vous, vous êtes sûr quand vous êtes à la 8e position qu'on prend déjà votre commande. Ensuite c'est la queue pour simplement le paiement puisque il faut que tout le monde puisse payer, mais ça va relativement vite, les gens sont assez bien formés et on en vient à la question de base. Du coup il fallait attendre un petit peu que ça se mette en place pour savoir à quels horaires utiliser le plus de personnel, c'est ça? Oui, voilà, non, mais c'est assez récent, on a 10 jours d'ouverture, donc il y a encore des choses à améliorer. On a un peu d'expérience avec le vécu, l'expérience du François, et même les formateurs qui sont venus sur place pour nous accompagner dans cette ouverture. Il y a des petits points encore à améliorer, mais on étudie ça pour que vraiment ça soit fluide. Alors justement, c'est la question qui découlait, c'est la formation. Donc, est-ce que derrière Marie Blachère, il y a des vrais boulangers ou est-ce que c'est des gens simplement qui mettent en place une recette et qui... Alors, on est une boulangerie avec des vrais boulangers. C'est-à-dire qu'il y a un pétrisseur, il y a tout le matériel nécessaire, on reçoit la farine, tout est composé sur place avec les boulangers. On a 3 boulangers, dont un responsable de production qui veille au bon suivi des recettes. Donc voilà, c'est vraiment, on a la boulangerie, en tout cas sur le pain, on est sur une confection, nos pâtes à pizza et notre pain réalisés sur place, les pains spéciaux sur place, tout ça. Tout est fait donc véritablement sur place. Avec tout ce qu'il faut, le pétrin Et en plus vous êtes servi avec le sourire, c'est ça qui est génial. Et là, on sent que là aussi il y a une formation, qu'il y a quelque chose qui se passe, Après, qui est vraiment sympathique. Je pense que c'est quelque chose à communiquer avec l'équipe. C'est l'accueil, c'est le bonjour, le souriant. Mais je pense que c'est pas juste, faut pas juste le dire. Il faut aussi le réaliser et l'encourager tous les jours avec l'effectif. Alors, l'autre question qu'on pourrait poser, c'est ok, Marie Blachère à Casse-Pilote, mais moi j'habite Schœlcher, donc je vais y aller le samedi et le dimanche, mais la semaine, franchement, c'est compliqué pour moi et ça m'embête vraiment. Hein. Mais bon, est-ce qu'il y aura d'autres magasins à Marie Blachère? Oui, c'est ça, parce que moi aussi, Rivière-Pilote, ça fait trop loin. T'es où toi déjà? Rivière-Pilote, c'est trop loin. Mais si, mais Casse-Pilote, c'est vite fait. Peut-être au François quand même. Alors ça, oui, normalement, c'est toujours l'objectif. Hein. Bien sûr. Quand quelque chose s'implante, le but c'est quand même de pouvoir maintenir un développement. Après, sur Joker, sur les emplacements, bien sûr, c'est logique. Mais enfin, je veux dire, voilà. Vas-y, Daniel. Pour la montagne, ça serait bien. Oui, non, mais je veux dire, il y a une politique justement de développement, a priori, quand même. Oui, tout à fait. C'est quand ça marche comme ça, vous ouvrez un magasin que ça tourne, vous avez bien compris qu'à un moment donné, il faudra en ouvrir quelques-uns supplémentaires, par définition. C'est ça. Bon. La formation réelle, elle existe dans le magasin parce que, quel est le poids de Marie Blachère? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous contrôler et qui vont venir, parce que là, vous venez d'ouvrir, est-ce que Marie Blachère va venir vous contrôler pour être sûr que la qualité est là, que tout est là et que le concept est respecté? Voilà. Alors déjà... Maxime Laurent, je rappelle, qui est donc directeur général et actionnaire principal de Marie Blachère. Ça, c'est pour le casser quand il va rentrer. S'il n'est pas content de ça, ça va, ça a pris du grade. Fallait pas venir. Ils vont écouter. Alors moi, j'ai été formé à Avignon, pas loin de Château-Renard, là où ils ont le siège de Marie Blachère. D'accord. Marie Blachère qui existe depuis 2004. C'est pas une vieille entreprise, c'est une jeune entreprise. Voilà, 21 ans maintenant. On a donc, j'ai été formé. Première ouverture, ils sont venus, ils ont formé la première équipe du François, donc sur le concept du café. Ensuite, ils sont revenus. Moi, je tiens à ce qu'on fasse des rappels. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on suit les recettes, on fait le point avec les équipes. D'accord. Mais après, c'est vrai, c'est important, quand on est loin comme nous, il faut qu'on puisse avoir aussi, parce que sur l'Hexagone, ça se fait plus facilement. C'est plus facile, évidemment. Des tours et tout. Mais on fait en sorte qu'effectivement, ils passent régulièrement. Là, ils sont revenus donc, pour une 3e fois. Ils sont venus, ils ont fait un tour au François. Donc, à veiller que les recettes soient bien présentées, que les produits gardent toujours l'aspect visuel, on a des... Il y a vraiment une codification, en fait. C'est-à-dire quand on rentre dans un Marie Blachère, on a à peu près toujours la même vision. Oui, on a des emplacements, toute l'implantation doit être validée par Marie Blachère. Et puis aussi, tous les produits qui sont utilisés, normalement, la fiche technique doit être soumise à Marie Blachère afin de savoir si oui, c'est accepté ou pas pour qu'ils intègrent la gamme. Un respect de la qualité, voilà. Donc, on doit, normalement, une fois que c'est établi, on doit s'y tenir. D'accord, ok, très bien. Si on ne s'y tient pas, le produit sort.
Le produit sort, effectivement, ça paraît logique. Et donc après, l'idée que je me faisais, c'était de savoir qu'est-ce que vous faites finalement à la fin des invendus. Parce que si jamais il y avait vraiment, même avec les 50%, je suppose que de certaines journées, le week-end peut-être, ou je sais pas, est-ce qu'il y a un recyclage là à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, là, sur les casse-pilotes, ça n'a pas encore été mis en place, parce qu'on a besoin d'un peu de recul pour savoir quelle offre on va faire. Mais par exemple, sur le François, on n'est pas en tenir avec. On a une application qui permet la vente de certains produits snacking le lendemain à prix très très réduit. Donc, pour éviter de jeter, on fait des paniers anti-gaspillage sur l'application Gaspiz. Et le panier a une valeur entre 21 et 25 euros. D'accord. Il est revendu le lendemain à 7 euros. D'accord. Oui, donc il y a vraiment un donc gros effort. On a un nombre de paniers. Pour l'instant, ça se passe assez bien. Et si malgré tout ça reste encore, malheureusement, on jette. Vous êtes obligé de jeter. Oui, il n'y a pas encore d'accord là, sur la DLC, on ne peut pas non plus sur les produits. Non, je pensais à des gens qui auraient des animaux. Alors, pour l'instant, sur le casse-pilote avec le pain, ça arrive aussi pour ne pas jeter, il y a des gens des éleveurs qui peuvent viennent le récupérer, pour les cochons, je pense, les choses oui, comme voilà, ça. donc ça se met en place, ou il y a des pêcheurs apparemment qui cherchent aussi un peu de pain. Ça se met en place, on étudie toutes les possibilités pour éviter de jeter. Le gaspillage. Oui, de gaspiller aussi. En termes de tarification maintenant, ou alors attendez, non, d'abord on parle de choses qui fâchent un petit peu. Oui. Côté baguette, oui. La baguette classique, la baguette blanche on va dire, hein, oui. On est d'accord, celle qui a 3 cuissons, exact. Quelque part. Cette baguette-là, est-ce qu'elle a plus de sucre que les autres? De sucre. Alors est-ce que c'est vrai qu'on dit une baguette égale 10 morceaux de sucre minimum, une baguette égale un verre de coca? Non, là sur ça je botte en touche. Tu bottes en touche parce que tu n'as peut-être pas l'information finale. Ouais. Non, je suis pas le boulanger. D'accord, oui, d'accord. La recette, normalement, théorie, pas de sucre. D'accord. Mais après, il y a du sucre forcément parce que pour avoir le goût du pain. Dans les levures, je ne pourrais pas exactement. Voilà. Et vous faites donc la baguette au levain aussi ou pas? Voilà, alors, ou c'est des pains spéciaux? Alors, déjà, toutes les baguettes sont à base de levain. Ouais. Et toutes après, les baguettes. On fera un pain spécialement pain levain par la suite, un pain spéciaux. Ce qu'il veut savoir, je crois, c'est s'il y a une baguette pour le régime, parce que là, il est au régime depuis quelques temps. Non, pas de baguette sans sel. Pas de baguette sans sel pour l'instant. On vient, c'est pour se faire plaisir. Bon. Daniel, toi, tu es un adepte du petit déjeuner le matin. Comment ça se passe chez toi le matin? Le petit déjeuner, je le prends au bureau. Ou alors à la maison avant de partir. Mais très souvent, je suis un peu à la bourre, puisque je dois déposer le fiston à l'école. Donc, généralement, le petit-déj, c'est quoi normalement? Pardon? C'est quoi le petit-déj normalement le matin, généralement? Alors, pain au chocolat, croissant, chocolat. D'accord. Chocolat chaud. Café. Ouais, okay. Donc ça veut dire que s'il y avait un Marie Blachère au Lamentin, tu serais adepte? Entièrement, totalement. Bon. Totalement. Est-ce qu'on peut facilement congeler le pain de chez Blachère? Oui. Ouais. On a des clients qui le font régulièrement. Sur le pain frais du jour, il n'y a pas de problématique. C'est vrai qu'il y a une petite tradition chez nous, c'est d'aller en chercher 10 et on les congèle et on les sort au fur et à mesure. Le conseil, c'est quoi si on congèle du coup? C'est de prendre des peu cuits et donc du coup, comme tu disais tout à l'heure. Oui, il y a des gens qui ont cette technique-là, qui peuvent faire le pain blanc. Et après, il repasse au four. Le repasse au four. Moi, je fais ça. D'ailleurs, je le congèle, même parfois, je le repasse au four. Et ça a très bien marché pour le pain de Marie Blachère, effectivement. C'est un pain vraiment... Même sans la conservation, quand on faisait sur le café, je sais quand on fait des lots de la veille, parce que sur les baguettes, par exemple au café Marie Blachère, on fait le lot de baguettes de la veille à 2 euros. Ouais, c'est donc juste le lendemain, génial. Le client peut acheter 5 baguettes pour 2 euros. Donc il y en a des clients qui prennent, et normalement la conservation c'est donné pour 5 jours. Et au frais, sans congeler, on passe un petit peu au fond. C'est un pain qui a une qualité vraiment... Mesdames et messieurs, vous avez compris, Marie Blachère a ouvert à Casse-Pilote. Il y a le café au François, le café Marie Blachère au François. Mais donc Marie Blachère, la vraie boulangerie a ouvert donc à Casse-Pilote avec le système, avec la façon de faire, l'artisanat finalement, puisque c'est... Sur le pain, tout à fait, oui. On peut dire que le pain est vraiment fait de façon artisanale. Et donc avec 3 cuissons, on l'a vu, enfin c'est juste essayer, il faut aller voir, il faut tenter, et puis vous verrez que on est quand même généralement pas déçu.
Merci à vous tous. Ça se trouve où à Casse-Pilote et au François? Ah oui, on a oublié de le dire, c'est important quand même. Oui, c'est ça. Important. Mais après Casse-Pilote, on ne nous rate pas. On est juste après la station. Qui a format enquête plateforme. Et au François, qui a en format enquête au François. C'est parfait. Voilà. Casse-Pilote, c'est le nouveau Carrefour en fait. François, c'est pas très loin. De toute façon, quand on arrive à Casse-Pilote, on va à l'enseigne. Maintenant, si vous avez des copains, non mais si vous avez des copains, les gars, vous avez compris. Si vous avez des copains qui habitent dans le Nord, il y en a un paquet. Vous avez vu les bouchons le matin, il y en a un paquet qui viennent du Nord. On va lui faire une petite surprise intelligente. On va l'appeler quand même la veille, mais on va emmener une quarantaine de motards. De motards pour aller faire le petit déj là-bas. Déjeuner chez lui. Voilà. Non, mais je pensais moi simplement aux gens qui descendent du Nord. Les gars, maintenant c'est foutu. Quand vous arrivez au bureau, que vous n'avez pas les croissants de Marie Blachère, c'est que vous êtes des vrais radins, les gars. Voilà. Donc arrêtez-vous chez Marie Blachère le matin à 5h30, 6h moins quart. Prenez vos croissants pour les collègues qui puissent goûter Marie Blachère, parce qu'eux ils sont loin, ils sont comme Eric au fin fond de Sainte-Anne, donc Rivière-Pilote, voilà, c'est ça. Oui, il est ouvert le dimanche 6h, 13h. Voilà, en plus. Donc ouvert toute la semaine finalement. Pas toute la semaine, du lundi au dimanche, c'est seulement. Le dimanche, c'est demi-journée. Demi-journée, le dimanche, bien sûr. Ça paraît le minimum. Et puis bravo pour l'accueil, parce que l'accueil est souriant, les jeunes filles sont très agréables. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxime Martinique en simultané vidéo, je vous le rappelle, sur gtmac.fr. Merci à Maxime Pornelleux du CCIE Toyota Suzuki Martinique qui était avec nous tout à l'heure. Merci à Daniel Montpelat, monsieur Moto de Martinique. Merci à Maxime Laurent, donc de Marie Blachère, donc qui est, on le rappelle, actionnaire principal, c'est ça? Non, responsable, manager. Manager. Tu es responsable. Je fais exprès. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Anti diffusé sur Maxi Anti, et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, bien sûr, avec son invité politique, et juste après le Super Moscato Show, et entre ces deux émissions, retrouvez-moi dans l'Instant Auto, présenté chaque matin à 7h05 et 8h05. Bon week-end, à vendredi prochain avec plaisir, et n'oubliez pas d'aller chez Marie Blachère. On est vendredi, ça tombe bien, donc ce week-end, manger des bons croissants de Marie Blachère. Pourquoi pas à moto, pourquoi pas, hein? Merci. Allez, à vendredi prochain. Bye bye.